Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat comme tous les matins à 9h30 à 10h. Ce matin pour commenter l'actualité qui est riche, je suis en compagnie de deux gérants. C'était une spéciale ISR, on avait modifié un petit peu les programmes. Je suis en compagnie d'Aurélien Buffo de Mescartem. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabrice. Et de Emmanuel Duché, le patron d'Eligest. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors messieurs, avant d'entamer cette page ISR, on va évidemment en parler. On est rattrapé évidemment par ce qui se passe sur les marchés en Grèce, baisse de 4 à 5% sur les bourses européennes. Évidemment, ça c'est ce que voient nos téléspectateurs qui ont peut-être investi récemment sur les actions, sur les taux aussi, on va en parler, ça se tend, vous allez nous en dire un petit mot. On résume la situation, nouvel épisode du feuilleton grec. L'Europe a décidé de stopper son plan d'aide complètement, ça a été la goutte d'eau, je le disais dans l'édito. Tsipras a dit je sors des négociations, maintenant on va demander au peuple. Qu'en pensez-vous Aurélien Buffo? Alors évidemment c'est une décision compliquée puisque une fois de plus nous n'avons pas de décision ferme alors que les négociations allaient plutôt dans le bon sens. Une fois de plus on fait quelques pas en avant, on fait quelques pas en arrière, au final on ne sait pas où on en est. C'est un peu compliqué pour les marchés, sur les marchés, puisque ça crée beaucoup de volatilité. Et on le voit aujourd'hui avec effectivement les bourses qui baissent fortement, mais également sur les taux. On voit les taux allemands et français qui se détendent, qui baissent fortement, qui redeviennent cette espèce de valeur refuge, exactement, alors que les taux périphériques, italiens, espagnols, portugais, s'envolent une fois de plus, comme on a connu en 2012. L'impression qu'on revient un peu sur le même phénomène. Mais à court terme, le problème, c'est finalement cette volatilité et le fait qu'on ne sache pas où on va. Quelle que soit la décision, il nous faudra absolument qu'elle soit entérinée assez rapidement. Emmanuel Duché, même question. C'est vrai que là, on vit au gré de ce qui se passe sur la scène grecque, tragicomédie, comme disait Lucie tout à l'heure. Effectivement, les banques grecques fermées jusqu'au 6 juillet pour éviter la panique, le bank run, le fait que tout le monde se précipite au guichet pour retirer son argent avant qu'il n'y en ait plus. Écoutez, moi j'ai commencé ce métier il y a 28 ans, en 1987, donc c'était déjà le baptême du feu, donc voilà, la crise grecque, c'est... Moi je pense qu'au contraire c'est tout à fait intéressant de faire une émission sur l'ISR ce matin, parce que des fonds ISR, contrairement à ce qu'on croit souvent, sont très bons en performance dans ce genre de situation. On redira un mot tout à l'heure sur Proclero, mais je veux dire, c'est très intéressant. Maintenant, on est allé pile sur les supports, sur le plan graphique, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les supports à ne pas casser. Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine. Je crois qu'il faut laisser la poussière un peu retomber. Comme chacun sait, les référendums, tout dépend comment vous posez la question. Donc, si on dit aux Grecs, on veut vous assassiner avec, etc. Êtes-vous d'accord? Ils vont dire non. Et si on dit, mais si vous quittez l'euro, il peut se passer ci, ça, ils vont peut-être. Bon, donc c'est pas certain qu'on ait une réponse négative au référendum. On ne sait pas. On va vivre à ce rythme-là pendant la semaine. Mais... Exactement. On est d'ailleurs un peu dans la politique fiction. On va voir. Effectivement, les scénarios diffèrent. Soit d'un côté, le non l'emporte et à ce moment-là, la Grèce sortira mécaniquement presque de l'euro. On verra si on peut faire cohabiter une nouvelle monnaie. En tout cas, c'est extrêmement compliqué, même sur le plan pratique. Si effectivement, vous l'avez dit, les Grecs disent oui, ok, on continue, on accepte de faire les réformes nécessaires, mais à ce moment-là, on pourrait entrevoir peut-être un changement de pouvoir également. Alexis Tsipras, qui est très véhément avec son bouillonnant ministre des Finances. Et là, c'est vrai que les marchés respiraient, mais en tout cas, l'affaire est loin d'être conclue. Exactement. Messieurs, on passe maintenant à l'ISR. Alors ISR, on va redéfinir un petit peu ce que c'est. Donc investissement socialement responsable, ça fait fureur. On a quelques chiffres, ça augmente en tout cas régulièrement. 169 milliards investis en 2013, 222 milliards en 2014. Donc ça augmente. Pourtant, si on regarde par rapport à l'ensemble des encours, on sait que c'est à peu près 3000 milliards les fonds gérés. C'est vrai que pour l'instant, les Français, ils y vont timidement. À quoi c'est dû selon vous cette réticence par rapport à des fonds qui, Emmanuel le signalait, résistent plutôt bien, ont plutôt une moindre volatilité? Alors, lorsqu'on fait de l'ISR, il faut faire également un petit peu de pédagogie, savoir exactement ce que l'on entend par ISR. Je pense qu'il n'y a pas de définition unique de l'ISR. Je pense que chaque société de gestion fait de l'ISR à sa façon.
Chez Mescart Asset Management, nous, on est très sélectif, puisque lorsqu'on parle d'ISR, on arrive à des taux de sélectivité supérieurs à 50%. Donc, c'est-à-dire que sur 600 valeurs, qui est notre gisement initial, on arrive en gros, en fonction des fonds et en fonction des profils, à un vivier de valeurs qui est situé entre 200 et 300 valeurs. Donc, en gros, un minimum de 50% de valeurs qui ne sont pas éligibles. Quels sont les critères justement pour faire ce premier filtre, 600 valeurs, beaucoup moins qui sont éligibles? Il y a des critères précis pour dire celle-là, elle peut rentrer dans le filtre, celle-là non, pas du tout? Oui, alors ça va dépendre un petit peu des fonds, même au sein de Mescart Asset Management. On a, en fonction des fonds, on va avoir des critères qui vont un petit peu varier. Pour prendre l'exemple de Proclero dont on parlait tout à l'heure, effectivement, là il y a un comité de pilotage qui définit de manière trimestrielle les valeurs qui sont éligibles dans le fonds Proclero. Et typiquement, on va plutôt privilégier tout ce qui contribue aux besoins vitaux naturels. Donc l'énergie, beaucoup de Suez Environnement, on voit GDF, c'est plutôt là on voit sur, oui, alors là, sur les obligations. effectivement, sur les obligations, donc on va retrouver plutôt des grandes valeurs. Sur la partie obligataire, on va également privilégier ces nouveaux types d'obligations qui s'appellent les obligations sociales et les obligations vertes. Donc ça, dans le fond, on en a mis plusieurs et on est assez intéressé pour faire cela, parce que le problème lorsque vous émettez une obligation, c'est que vous n'avez pas toujours une vue de la destination des fonds. L'avantage avec ces obligations sociales, ces obligations vertes, eh bien là vous avez un audit des fonds qui sont levés à l'émission obligataire et qui sont pour des missions bien particulières. Et il y a une tierce partie qui justement veille de façon semestrielle ou annuelle, qui fait un audit pour bien vérifier que les fonds qui ont été levés à l'émission obligataire ont la vocation initiale. Très bien. Vous suivez, Emmanuel Duché, l'ensemble de ces fonds ISR. Vous avez même créé un site qui s'appelle Valeurs Fortes, qui trie, qui indique aux investisseurs soucieux de faire un investissement socialement responsable sur quels fonds ils peuvent investir. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette idée, Valeurs Fortes, en marge de l'activité des Digest. J'ai créé Ligest il y a 20 ans et depuis 1 an et demi, je me suis consacré effectivement à sélectionner des fonds ISR à l'issue d'un certain nombre de choses qui m'ont de plus en plus choqué. J'avais de plus en plus un grand écart entre mes convictions personnelles et le court-termisme des marchés. Alors, comment est-ce que... Vous disiez tout à l'heure, pourquoi est-ce que les particuliers, parce que le dernier forum de l'investissement responsable disait les particuliers se sont dilués un peu par rapport aux institutionnels. Dans le total des encours, ils sont passés de 33% à 18% en 3 ans. D'après différentes enquêtes, il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que les particuliers, et certains institutionnels d'ailleurs, à tort, pensent que les fonds investissements responsables, socialement responsables ou environnementaux sont moins rentables que les fonds classiques. C'est inexact. Je peux vous dire, j'ai sélectionné, enfin il y a 351 fonds répertoriés chez Novetic et l'Association française de gestion. J'ai passé des centaines d'heures à les étudier, pour en sélectionner 15. Suivant aussi des critères de performance, mais pas seulement. Et non, c'est une idée reçue qui est fausse. La deuxième raison pour laquelle les particuliers, c'est que aussi les grands réseaux n'arrivent pas à leur expliquer assez bien ce qu'est un investissement socialement responsable, ce qu'est un fonds environnemental. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé ce site Valeurs Fortes, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, pas seulement à mes quelques clients que j'ai chez Elisest. Et donc, voilà. D'accord, effectivement. Donc Valeurs Fortes, 15 fonds que vous avez sélectionnés. Vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui où on a une extrême volatilité sur les marchés. Est-ce que selon vous, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent donner un sens effectivement à leur épargne, savoir exactement où vont leurs fonds? Est-ce que vous le sentez? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour dire, bah voilà, moi j'aimerais, via Mescart par exemple, qui est un pionnier dans l'ISR, l'investissement socialement responsable, investir, mais dans une thématique effectivement qui fait du bien à la planète ou qui fait attention au capital humain, qui est soucieux de ne pas faire de licenciement, des choses comme ça? Complètement, c'est le sens de l'histoire, on l'a bien vu
nous, on suit ça puisque depuis 1983, on gère des fonds éthiques. À cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait même pas d'agence de notation extra-financière, donc on faisait tout d'interne. Aujourd'hui, tout se structure un petit peu quand même, il y a de plus en plus de partenaires. Les investisseurs veulent de la transparence, donc ça c'est ce que permet un fonds ISR. Et en plus, s'ils veulent aller sur une thématique bien particulière, comme par exemple un fonds environnemental, ou bien financer la communauté Saint-Martin, les prêtres, la formation de prêtres de la communauté Saint-Martin, il y a des supports qui permettent cela. On a quelques chiffres justement issus du rapport Novetic sur l'investissement socialement responsable en France. Croissance dynamique mais essentiellement portée par les investisseurs institutionnels. Les investisseurs particuliers ne représentent même pas 20% du marché. Aujourd'hui, il faut encore faire des progrès dans la communication vis-à-vis des investisseurs particuliers. Les investisseurs institutionnels commencent à s'intéresser à ça. C'est le gros de la collecte. Pour autant, au niveau des particuliers, ça n'a pas encore été diffusé. Quels sont les freins justement à cette diffusion de l'investissement socialement responsable, Emmanuel Duché? Bon, d'abord, j'aime bien ce que disait Aurélien. Il y a beaucoup de particuliers qui pensent que c'est du marketing, que c'est un signal faible, et voilà, que les gens se font de l'argent avec ça, bon compte, etc. Enfin, beaucoup d'idées reçues. Je crois que c'est pas du tout une mode. Je pense que, comme dit Aurélien, c'est un courant de fond. Alors après, est-ce que les particuliers vont reprendre de la place? J'espère. C'est très important que le plus grand nombre, pas seulement les institutionnels, qui ont d'ailleurs souvent une vision un peu plus light de l'ISR que les particuliers, parce qu'ils sont, bon, à la limite, peu importe, mais l'aspect transparence dont parlait Aurélien est très important. Je veux dire que normalement, le code de transparence de l'AFG vous dit de publier l'inventaire complet du portefeuille une fois par an. Novetic demande tous les 6 mois. Eh bien, certains vont bien au-delà. Moi, c'est un de mes critères de sélection des fonds. Moi, j'ai le total du portefeuille de Proclero par un simple coup de téléphone auprès d'Aurélien. L'inventaire, on rappelle, c'est d'avoir l'ensemble du portefeuille, la composition, l'ensemble. que ce soit sur les actions, sur Exactement. les obligations, et vous pouvez ainsi vérifier effectivement que c'est en accord avec ce que vous aviez dit, que c'est bien investi là où vous étiez Et mis ça, d'accord. c'est exactement ça. Ça, c'est un élément clé parce que ça permet de vérifier la cohérence entre ce que dit le gérant et ce qu'il fait. Entre ses objectifs, sa méthodologie et ce qu'il y a dans le portefeuille. Il faut être très pragmatique, il faut regarder qu'est-ce qu'il a mis dans le portefeuille. Tout à l'heure, on pourra peut-être regarder le portefeuille de Proclero ou d'un autre fonds de Mescart que j'ai sélectionné qui est tout à fait d'actualité parce que c'est un faux sur les taux, donc avec ce qui se passe sur la Grèce. Mais il faut vérifier. Et moi, quand j'ai sélectionné 15 fonds, il y a plein de fonds, malheureusement, j'ai dû éliminer tout de suite parce que je trouvais des valeurs qui ne correspondaient absolument pas à ce que dit le gérant ou qui avaient fait l'objet de controverses, etc., etc. Un deuxième aspect très important que respecte aussi Proclero, c'est l'aspect long terme. Je crois que la finance a une grande maladie depuis 25 ans, et c'est ça qui m'a poussé vers l'ISR, c'est le court-termisme. Que j'ai malheureusement retrouvé dans certains fonds ISR, pas tous, c'est-à-dire surtout ne pas m'éloigner de mon indice, CAC 40, Eurostock ou mon benchmark, plus d'un mois, parce que mon rapport mensuel ne va pas pouvoir dire que je me suis éloigné de l'indice, etc. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que ça vous oblige à prendre des valeurs que vous n'auriez pas forcément choisies. Parce qu'elles sont en tête des pondérations du CAC 40, de l'Eurostock, etc. Et on sait, parmi une des premières, c'est quand même Total, le géant pétrolier. Alors pour X ou Y raison, effectivement, ça peut rentrer ou ne pas rentrer dans les fonds ISR. C'est vrai ce que dit Emmanuel Duché, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une pression, alors peut-être pas chez Mescart AM, mais on a cette pression quand même de l'indice de s'éloigner. On peut avoir des coups de fil de clients qui s'en inquiètent. Au contraire, on est sur un temps un peu plus long. Oui, ça peut arriver. Ce qui est intéressant, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, lorsqu'on fait de l'ISR, ça ne nuit pas à la performance. Bien au contraire, on a déjà eu des fonds ISR qui ont été primés comme meilleurs fonds sur 3 ans, 5 ans, alors que la catégorie était de fonds généraux. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'éloigner, d'avoir des convictions fortes. Nous, c'est ce qu'on fait au sein de Proclero. Quand je disais, quand on part de 600 valeurs, quand on arrive à 200 valeurs, mais effectivement, on fait des choix. Il y a des valeurs qu'on ne veut pas en portefeuille. On n'a pas de Total, par exemple, en portefeuille. Mais peut-être une chose peut-être plus intelligente, c'est également de faire de l'intégration positive. C'est essayer de trouver des valeurs plus petites, mais qui répondent peut-être à justement à ces problématiques qui nous sont chères. Nous, on appelle ça l'investissement humainement responsable, quelque part. C'est trouver ces petites valeurs qui peuvent rentrer dans le fonds Proclero, qui sont éligibles à Proclero, alors qu'elles
elles sont en dehors des indices. Alors l'investissement humainement responsable, voilà, c'est peut-être la suite de l'investissement socialement responsable. Peut-être ça aurait meilleure presse, ça attirait plus les particuliers. On va en reparler ainsi que les valeurs éligibles. Un mot des taux dans la deuxième partie du débat, c'est dans un instant sur Direct Gestion. À tout de suite.